Suis-je bien encadré et prêt? Quand vous voulez, docteur. Vous avez l'air parfait. Parfait, merci. Je pense qu'il est un peu tard pour que tout cela soit révélé. Et à 3. 1, 2, 3. Bonjour à toutes et à tous, en particulier aux femmes en cette journée internationale de la femme. Bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, nous allons parler de la discopathie dégénérative. Cette conférence est, je pense, la plus pertinente de toutes, avec laquelle, si vous comprenez les 100%, vous pouvez également comprendre les 90% de toute la pathologie dégénérative vertébrale, tant cervicale que thoracique et lombaire, qui est la plus fréquente depuis que nous avons commencé. Examinons quelques aspects de ce phénomène. Nous allons voir le développement de la colonne vertébrale, nous allons voir la structure normale, à la fois macroscopique et microscopique, la physiologie, la physiopathologie, la biomécanique qui est belle dans la colonne vertébrale, certains syndromes cliniques qui sont liés à cela, afin que nous comprenions précisément quelle est l'utilité clinique, les mesures d'hygiène de la colonne vertébrale qui sont précisément axées sur la prévention de toute surutilisation ou mauvaise utilisation de la colonne vertébrale. Ainsi que des exercices de rééducation. En ce qui concerne le développement de la colonne vertébrale, il ne s'agit de rien d'autre que de l'adaptation de notre colonne vertébrale à la marche sur deux pieds, à la bipédie. La station bipède s'est développée au cours de millions d'années chez l'être humain et c'est précisément cela, passer d'une position quadrupède à une position bipède. Le développement phylogénétique se réfère au temps qu'il a fallu à notre corps pour passer d'une position quadrupède, celle de nos ancêtres primates, à une position bipède, celle que nous avons adoptée au cours des derniers milliers d'années. Le développement ontogénétique désigne également le développement du corps humain dans l'utérus et même en dehors de l'utérus. Au cours des 2 ou 3 premières années, la colonne vertébrale se modifie, sachant qu'au cours du développement biologique, nous n'avons pratiquement qu'une seule courbure vertébrale, et qu'au fur et à mesure du développement embryologique, la croissance est longitudinale, mais le développement des courbures vertébrales finales est réellement acquis dès la naissance, lorsque le bébé est sorti du ventre de sa mère et qu'il commence à marcher, précisément à l'âge d'1 an en moyenne, les courbures que nous connaissons tous commencent à se former au niveau de la colonne vertébrale, de sorte que dans la colonne vertébrale de l'adulte mature se trouvent toutes les courbures que nous connaissons déjà. Lordose, syphose, lordose dans nos 3 segments principaux. La différence entre le développement phylogénétique sur des millions d'années et ce qui se passe en moyenne 1 an et demi, 2 ans au maximum, à partir du début du développement embryologique, est donc exactement la même. N'oublions pas que nous passons également par la période postnatale, avant de pouvoir marcher debout, nous effectuons une marche en 4 points, ce qui correspond à la fameuse marche à 4 pattes. Cela se produit vers l'âge de 6 à 8 mois. C'est donc la colonne vertébrale qui participe à tout ce développement phylogénétique et ontogénétique. La structure macroscopique, à première vue, se compose pratiquement de 3 parties. 1. L'annulus fibrosus. Deuxièmement, le nucleus pulposus. Troisièmement, le cartilage hyalin, également appelé plaque terminale. Tout cela est lié au disque intervertébral, mais il ne faut pas non plus oublier que nous avons un corps vertébral qui est tout et qui, pour le schématiser, pourrait être vu comme un cube à 6 faces, les éléments antérieurs, le pédicule qui unit les éléments antérieurs aux éléments postérieurs, 2 facettes supérieures, 2 facettes inférieures, une apophyse épineuse et la lame qui, dans cette projection, avec la transversale, ne peut pas être vue, mais c'est vraiment la structure macroscopique de notre colonne vertébrale.
Mais que contient chacun de ces éléments? Le nucleus pulposus lui-même n'a qu'une seule partie, mais pour les diagrammes du livre, il est normalement toujours placé au milieu de ce qui serait le disque intervertébral. Cependant, il n'est pas à 100% de la moitié, il est aux 2/3 derrière le disque intervertébral, c'est-à-dire que si nous divisons d'ici à ici en 3/3 le disque, le nucleus pulposus occuperait entre le tiers médian et le tiers postérieur. Et pourquoi sont-elles latérales et non médiales? Eh bien, parce que la partie la plus fine se trouve précisément dans ces zones, c'est-à-dire la partie latérale. Le nucleus pulposus est pratiquement de l'eau telle que nous la connaissons. L'annulus fibrosus, quant à lui, est composé de 6 couches, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une 7e couche ici, remarquez la chose curieuse, la prédisposition des couches est assemblée à des angles inverses, c'est-à-dire que tandis que la couche précédente va d'un côté, la couche suivante va de l'autre côté et ainsi de suite, formant des angles différents entre les 7 couches. C'est l'annulus fibrosus, différentes couches de celui-ci, de l'annulus fibrosus et le nucleus pulposus qui occupent la partie postérieure. Voici la structure microscopique, où l'on voit que justement les dessins précédents sont tirés du livre de Kapanji, un excellent livre sur la physiologie articulaire qui nomme ces couches depuis et au microscope. Donc ici on voit les 7 couches de l'annulus fibrosus, la partie la plus fine, le nucleus pulposus qui est considéré comme un viscogel, c'est comme ça qu'on l'appelle. La partie plus fine de l'autre côté est l'ensemble de l'anneau fibreux en général. Nous examinons donc la composition au microscope. Tous ces éléments se trouvent dans le disque intervertébral, à la fois dans l'annulus fibrosus et dans le nucleus pulposus, mais c'est surtout l'élément auquel nous devons la vie sur cette planète, la planète Terre, l'eau, qui constitue aujourd'hui le principal contenu du disque intervertébral, en particulier du nucleus pulposus. Mais nous avons aussi du tropocollagène, des chondrocytes, des fibrocytes et du chondroïtin sulfate. Tous ces éléments sont réunis pour que nous puissions voir quelle est la composition microscopique en pourcentage d'un disque normal, à la fois dans l'anneau fibreux et dans le noyau pulpeux. Voyons quelle quantité et quelles cellules, quelle quantité d'eau, quelle quantité de protéines glycanes et quelle quantité de collagène. Commençons par l'extérieur, par l'anneau fibreux, quelles cellules? Il y a donc des fibrocytes, 60% de l'annulus fibrosus est constitué d'eau, tandis que 10% sont des protéines glycans, mais nous avons besoin d'une substance qui offre suffisamment de résistance, et cette résistance nous est donnée par les 90% du collagène que possède l'annulus fibrosus. Dans le noyau pulpeux, au lieu de fibrocytes, on trouve quelques chondrocytes. Ce n'est pas vraiment une grande quantité, mais ce qui est important, ce sont les 80% d'eau contenue dans le nucleus pulposus. Mais qui garde l'eau à l'intérieur? Qui est chargé de garder l'eau à l'intérieur? Eh bien, ce sont les protéines glycanes. Les glycanes protéiques représentent environ la moitié du contenu du nucleus pulposus, l'autre moitié étant du collagène, l'autre moitié étant du collagène. On se rend alors compte que c'est le viscogel que l'on observe, c'est la forme ou l'état dans lequel se trouve le nucleus pulposus. Mais la vie n'est pas toujours ainsi. Lorsque nous avons environ 10, 15, 20 ans, ces 90% d'eau sont conservées à l'intérieur du nucleus pulposus, mais à mesure que nous avançons dans la vie, à partir de 70 ans, dans des conditions normales, on ne trouve plus que 60% d'eau, de sorte que nous parlons d'une déshydratation physiologique à l'intérieur du disque intervertébral. Rappelons qu'ici les protéines, les polysaccharides exercent une pression osmotique, ils permettent à l'eau d'arriver et c'est ce que l'on appelle l'hydrophilie.
Grâce à cela, il crée une pression osmotique par inhibition, nourrissant le disque intervertébral en attirant ou en maintenant l'eau à l'intérieur du noyau, le nucleus pulposus. Pourquoi trouve-t-on plus souvent des hernies discales dans la région lombaire que dans la région dorsale? La raison est que dans la région dorsale, dans la région thoracique, le rapport entre le corps vertébral et le disque est de 1 à 5, c'est-à-dire que les disques intervertébraux sont très petits par rapport au disque, au corps vertébral. De plus, si l'on considère que les corps vertébraux thoraciques ont une plus grande stabilité grâce à la cage thoracique, aux côtes, au sternum, à la clavicule, cela nous permet d'avoir ici une stabilité pratiquement absolue. Dans la région lombaire, la proportion du disque intervertébral par rapport au corps vertébral est d'1 tiers. Il s'agit donc déjà d'un disque intervertébral beaucoup plus grand que le précédent. Il en va de même dans la région cervicale, avec 2/5 par rapport au corps vertébral. Ici, c'est également fréquent parce que ce sont les deux zones, tant la région lombaire que la région cervicale, qui sont les deux zones de plus grande mobilité de notre colonne vertébrale. Que se passe-t-il dans des conditions normales? Toutes ces images proviennent de Kapandji, Physiologie articulaire, magnifiques, elles sont toutes en noir et blanc et telles que je les ai respectées pour pouvoir parler, parce que ce sont des images très illustratives. Ci-dessus, nous examinons ce qui se passe dans cette région, lorsque le disque intervertébral subit une compression axiale dans des conditions normales, ce qui se passe dans le nucleus pulposus, l'eau sort, l'eau sort, l'eau sort, l'eau sort, l'eau sort, l'eau migre à travers la plaque terminale, ce qui entraîne une diminution de l'espace intersomatique. Mais que se passe-t-il lorsque nous supprimons la charge axiale? Lorsque les petites flèches montent et descendent, nous supprimons la charge axiale. Sur Terre, cela ne peut se produire que de deux façons, soit en étant allongé dans notre lit le plus confortable, soit en étant dans l'eau, dans une piscine, dans la mer, nous enlevons la charge axiale de la colonne vertébrale. Et ensuite, qu'arrive-t-il au nucleus pulposus? Si vous remarquez, toutes les petites flèches vont dans le noyau pulpeux, des deux côtés, et ici le noyau pulpeux est réhydraté. La charge axiale entraîne donc une déshydratation. En supprimant cette charge axiale, nous réhydratons notre noyau pulpeux. Mais toute la vie ne se passe pas ici. Ici, nous avons précisément sur cette barre ombrée, la hauteur de l'espace intersomatique, la hauteur de l'espace discal dans des conditions normales. Dans ce premier diagramme, nous voyons le disque sain, qui est au repos, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge axiale, il est au repos, il est couché, ce qui est la meilleure façon de soulager notre colonne vertébrale. Dans le deuxième diagramme, nous ajoutons 100 kg de poids, et avec 100 kg de poids, nous réduisons la charge sur la colonne vertébrale. Un quart de millimètre de notre espace intersomatique, de notre disque intervertébral, sous l'effet de la charge. Mais dans des conditions saines, ce disque récupère ses 4 mm perdus lors de la mise en charge, il récupère tant qu'il est en bonne santé. Lorsqu'il n'est plus sain, lorsque le disque commence à se déshydrater, lorsque le nucleus pulposus n'a plus autant d'eau, lorsque l'annulus fibrosus n'a plus autant de collagène, si nous le chargeons avec le même poids, les mêmes 100 kg, il ne diminuera plus de 4 mm, mais de 2 mm pour chaque disque intervertébral. Cela endommage donc de plus en plus nos disques intervertébraux. Il y a des positions dont on ne se rend jamais compte, on les adopte toute notre vie, pendant tout notre travail et notre utilisation quotidienne de la colonne vertébrale. Mais ici, nous allons illustrer précisément en kilopond, ce qui est toujours la mesure originale que l'auteur nous a donnée pour examiner la pression intradiscale qui a été mesurée lorsque nous étions dans différentes positions. Nous allons commencer par 120 kilopond. Lorsque nous sommes en position verticale, c'est-à-dire lorsque nous sommes debout, le disque intervertébral est soumis à une charge.
Si nous sommes assis, nous avons également une charge, mais nous avons une charge encore plus importante, jusqu'à 120 kilopons. Si nous sommes en position debout et que nous avons une flexion de la colonne vertébrale vers l'avant, cela monte à 200 kilopons. Et si nous ajoutons du poids, c'est le poids de l'objet plus 240 kilopons de pression qui seront quantifiés au niveau du 5e disque intervertébral. À gauche, nous avons les pressions exercées dans diverses autres positions. Par exemple, en conduisant dans une position confortable, c'est-à-dire avec une angulation du siège d'environ 30-40 degrés, la pression intradiscale diminue jusqu'à 80 kilopons. Si nous sommes allongés avec les jambes fléchies, la pression intradiscale est de 40 kilopons. Si nous sommes allongés sans fléchir les jambes, c'est pratiquement la même chose, mais la pression intradiscale peut s'approcher de 0 kilopons. Tout ceci est donc déjà un progrès. Pourquoi des mesures d'hygiène de la colonne vertébrale? Qu'est-ce que les mesures d'hygiène vertébrale? Pourquoi devons-nous suivre les mesures d'hygiène vertébrale? Parce que nous avons à notre droite toutes les positions qui conduisent à la déshydratation du disque. Il y a une compression axiale, une augmentation de la pression intradiscale et donc une déshydratation. Alors qu'à gauche, nous avons une réhydratation du nucleus pulposus et ce sont donc des positions que nous considérons comme saines pour notre colonne vertébrale. Malheureusement, sur cette planète où nous subissons l'action de la gravité, nous ne pouvons pas rester allongés tout le temps, nous devons aussi avoir une activité physique, mais nous allons maintenant voir comment nous pouvons compenser. Il faut donc imaginer que lorsque l'on jette une pierre dans une mare d'eau, cette pierre produit différentes vagues et que l'on commence par des vagues très fortes, très grandes, qui s'atténuent peu à peu vers la périphérie. C'est exactement ce qui se passe lorsque le noyau pulpeux est soumis à une charge axiale. Ces ondes sont dissipées dans des conditions saines, de manière homogène par le noyau pulpeux dans des conditions saines, dans des conditions de bonne hydratation. Que se passe-t-il lorsque nous appliquons la même charge axiale, mais que le noyau pulpeux n'est plus bien hydraté? Notre annulus fibrosus n'a plus la quantité de collagène que nous avons l'habitude d'avoir dans des conditions normales et l'énergie est alors dissipée, mais de manière hétérogène, de sorte qu'elle continue à blesser l'annulus fibrosus beaucoup plus et que tout un processus de dégénérescence discale se met en place. Le problème ne se situe pas seulement à l'avant, dans le nucleus pulposus et l'annulus fibrosus, mais aussi à l'arrière, dans les facettes articulaires, où l'on observe les mêmes changements que ceux que nous allons voir dans un instant. Et puis, précisément, cet auteur, Kirkcaldy Willis, de 1978 ans, et cela semble être de nombreuses années, peut-être que c'est le cas, mais c'est toujours valable et il nous a parlé depuis lors de la cascade de la dégénérescence discale. Si nous comprenons cela à 100%, nous serons en mesure de comprendre ce que signifie exactement la dégénérescence discale. Il nous a parlé d'une théorie des trois articulations. De toute évidence, l'articulation à l'avant fait référence au disque intervertébral et les articulations à l'arrière font référence aux facettes articulaires. À l'avant comme à l'arrière, il y aura une myriade de changements physiopathologiques qui conduiront au processus. Mais si vous avez remarqué, ce processus est divisé en trois parties, une ligne verte, une ligne rouge, trois parties. Dans la première partie, dans la première phase, nous allons avoir des lacérations circonférentielles de l'annulus fibrosus. Dans un diagramme que je vais vous présenter ci-dessous, je vais vous expliquer à quoi se réfèrent les lacérations circonférentielles, mais en général c'est dans la même direction que les fibres de collagène de l'annulus fibrosus. Mais dans les articulations postérieures, il y a aussi des changements et il commence à y avoir une réaction synoviale, une synovite, qui évidemment, l'une ou l'autre, cause de la douleur. C'est pourquoi cette première phase de dégénérescence discale, qui va jusqu'à la zone verte, est considérée comme le premier stade ou stade inflammatoire.
dans la deuxième phase, qui va de la ligne verte à la ligne rouge, nous avons des changements en arrière, et si tout cela continue, souvenez-vous qu'il s'agit d'une histoire naturelle de la maladie, tout cela continue, il ne s'agira plus seulement de lacération circonférentielle, mais maintenant de lésions radiales qui vont du centre vers la périphérie. Et c'est précisément dans cette phase que l'on voit apparaître des hernies discales, des hernies du nucleus pulposus. À l'arrière, dans les facettes articulaires, il y aura une destruction du cartilage articulaire et cela conduira également à la formation d'ostéophytes. Si dans cette phase 2, qui est la phase d'instabilité, il n'y a pas de hernie discale, cela peut continuer, cela peut continuer. N'oublions pas qu'il s'agit d'un phénomène en cascade et que si nous avons eu la chance de ne pas avoir de hernie discale, il y aura maintenant des déchirures internes. Et on passe à la phase 3 qui est la phase de stabilisation, stabilisation parce que dans le dos il y aura déjà une laxité ligamentaire, une subluxation qui va entraîner une hypertrophie articulaire, une hypertrophie des lamines et puis l'apparition d'encore plus d'ostéophytes qui vont même entraîner une fusion et une diminution de la mobilité de l'espace intersomatique. Il y a une perte de hauteur à l'avant du disque intervertébral. Si nous observons que le disque intervertébral est déshydraté, il est évident que la hauteur de l'espace intersomatique diminue, que de nombreux éléments commencent à être réabsorbés, en particulier l'eau dans l'espace discal, qu'il y a plus d'ostéophytes, non seulement à l'arrière, mais aussi à l'avant. Cela donne lieu à une maladie que nous connaissons parfaitement, à savoir l'étroitesse du canal lombaire. Le canal lombaire étroit est la même discopathie dégénérative, mais au stade 3 ou phase de stabilité. C'est le stade 3 ou stade de stabilité. Il peut s'agir d'un, de deux, de trois ou de plusieurs niveaux. Elle peut se situer dans la région cervicale, dans la région lombaire, qui est la plus fréquente, et très exceptionnellement dans la région thoracique. Qu'est-ce que la déchirure radiale ? La déchirure radiale, avant qu'elle ne commence par ces petites déchirures circonférentielles, en suivant le trajet des fibres. Une couche est déchirée, une autre couche est déchirée, une autre couche est déchirée, une autre couche est déchirée, les 7 couches sont déchirées. Lorsque ces couches se rejoignent, les déchirures radiales apparaissent. Et si nous avons déjà une déchirure radiale, qu'est-ce qui va en sortir ? Lorsque nous avons déjà une déchirure radiale, ce qui sort est précisément le noyau pulpeux. C'est là que se trouve la pathologie connue sous le nom de hernie discale. Elle fait partie d'un processus dégénératif que nous allons maintenant examiner d'un point de vue clinique. Jusqu'à présent, il n'y aurait rien de significatif, rien de plus que des douleurs lombaires, s'il n'y avait pas d'éléments qui nous font souffrir. Ces éléments qui nous font souffrir sont précisément les racines d'un côté et de l'autre. Quand on a une hernie ici et qu'il y a une compression des racines, c'est la raison pour laquelle nos patients viennent en consultation. Quelle est la composition du disque intervertébral ? Déjà dans des conditions pas si bonnes, pas à 100%, déjà quand il y a un processus dégénératif, si nous comparons la quantité qu'il y a, le pourcentage que j'ai déjà mentionné dans des conditions normales avec celle de maintenant, dans un processus dégénératif, eh bien, nous verrons que principalement l'eau, eh bien sûr, nous sommes déjà laissés, il diminue complètement. Les cellules présentes, notamment dans le noyau pulpeux, qui sont des chondrocytes, disparaissent pratiquement. Les chondrocytes sont les principaux changements et ils se produisent à la fois dans le noyau pulpeux et dans l'anneau fibreux, où le collagène peut chuter à 50% ou parfois montrer peu de changements. Il s'agit d'un processus dégénératif. Certains êtres humains seront affectés par le processus dégénératif dans le système cardiovasculaire, d'autres le seront dans le système musculo-squelettique, dans les os longs, dans les grandes articulations, la hanche, le genou, ou encore dans la colonne vertébrale, qui est le sujet qui nous occupe ici. Il s'agit de sections cadavériques où l'on peut voir les conditions normales, la hauteur normale d'un disque intervertébral,
car le nucleus pulposus est parfaitement bien délimité, il est très bien délimité dans sa consistance viscogèle. Mais quand on l'a dans des conditions de détérioration dégénérative, on voit qu'il y a des ruptures internes, que l'espace intersomatique diminue, qu'il n'y a plus d'hydratation, que le nucleus pulposus que l'on voyait précédemment ici disparaît pratiquement. Et aussi dans l'image de gauche. Quel est le rapport avec le poids du corps? Cela fait partie des aspects biomécaniques intéressants. Ici, la colonne lombaire est soumise à 3 forces. Rappelez-vous que tout cela est basé sur le parallélogramme et enfin les résultantes. Il ne s'agit pas de la force d'un seul muscle, mais de la résultante de la force de plusieurs muscles qui, tous combinés, s'exercent dans la même direction. Nous allons donc ici nous intéresser, par exemple, à la force M. La force M se réfère principalement aux muscles abdominaux droits, mais ce ne sont pas les seuls, comme je l'expliquerai, les muscles obliques jouent également un rôle important. Dans la force M, nous allons considérer la force musculaire de tous les muscles dorsolombaires, tous, absolument tous. Et la force publique, à quoi pensez-vous que la force P se réfère? La force P se réfère en fait au poids de notre propre corps, c'est-à-dire la tête, le tronc, l'abdomen et nous n'enlèverons le poids que des membres pelviens. Comment ces forces vont-elles être combinées? Ou comment équilibrer ces forces? Il faut y penser comme à une grue de chantier, que l'on voit souvent dans la construction de bâtiments. Notre colonne vertébrale agit d'une manière très similaire, où tout est un bras de levier. Tous les câbles de tension des grues, dans notre cas, sont les muscles vertébraux, tant postérieurs qu'antérieurs. Nous avons également des câbles qui sont les muscles abdominaux droits ou les muscles pectoraux, dans le cas de la poitrine, de la colonne vertébrale thoracique. Et dans ce cas, ce sont nos bras qui vont fournir un effort. La compression exercée sur la colonne vertébrale est égale au poids que nous allons porter. Si nous voulons tirer 100 kg à la salle de sport, il faut multiplier ce poids par la distance entre le poids et la colonne vertébrale, c'est-à-dire de ceci à cela. Si nous le faisons avec les bras plus tendus, le risque d'endommager notre colonne vertébrale est plus grand, si nous mettons plus de poids dessus, il est plus grand. Ainsi, une grande partie de la force des muscles paravertébraux et des muscles antérieurs de la colonne vertébrale dépend de cette force, expliquée en Newton. Maintenant, comment pouvons-nous le faire? Dans le diagramme ci-dessus, nous voyons les muscles, la force exercée par les muscles profonds du dos. Dans ce diagramme, nous voyons déjà les forces exercées par la simple flexion de la colonne thoracolombaire. Mais maintenant nous allons charger 90 kg plus notre propre poids, qui est le poids du corps au-dessus du bassin, en enlevant pratiquement rien de plus que les extrémités pelviennes. Il est calculé dans un individu de 70 kg correspond plus ou moins à 36-37 kg. Si nous additionnons ces deux éléments, nous obtenons 8 de Newton d'effort pour compenser ces deux forces que nous avons déjà converties en Newton. Pour ne pas endommager notre colonne vertébrale, il nous faut donc un effort de 9 de Newton. Que va-t-on faire pour y parvenir? Nous pouvons augmenter la pression intra-abdominale. Si nous augmentons suffisamment la pression intra-abdominale, nous pouvons ajouter 810 Newton à cette force et la compenser, ce qui réduit la force de 8 de Newton dont nous aurons besoin 9 de Newton dans la colonne vertébrale, nous l'abaissons à 666 Newton dans le béton.
Comment pouvons-nous l'illustrer? De deux manières. Premièrement, tous ceux qui font de l'haltérophilie, qui soulèvent des poids aux Jeux Olympiques, portent une ceinture très large qu'ils serrent au maximum. Lorsqu'ils vont à l'avant pour soulever ce poids, ils augmentent la pression intra-abdominale, qui est calculée en millimètres de mercure, et qui peut aller jusqu'à 148 mèmes de mercure, et ils le font artificiellement. Comment nous, médecins, procédons-nous? Lorsque nous prescrivons au patient dans la salle de consultation, nous lui envoyons une ceinture lombo-sacrée, qui augmente la pression intra-abdominale et permet au patient de se sentir plus à l'aise. Mais que devons-nous vraiment faire? Ce qu'il faut vraiment faire, c'est renforcer les muscles abdominaux, perdre du poids pour que cela nous soit utile et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Il faut savoir comment soulever des objets du sol, jamais de cette façon, n'oubliez pas la pression intradiscale qui est générée, toujours en pliant les genoux et l'objet le plus près possible du centre de votre corps, comme nous l'avons également abordé dans le cadre de la biomécanique. Les exercices de rééducation ont tous pour but d'améliorer le tonus musculaire dans les régions postérieures et antérieures. Les exercices peuvent même être effectués dans votre propre lit, y compris certains exercices aquatiques. C'est une erreur très courante que le médecin envoie le patient nager, parfois par paresse, parfois parce que nous ne savons pas vraiment ce que sont les exercices aquatiques, mais ce n'est pas vraiment ce que nous voulons, que le patient aille nager, beaucoup d'entre eux ne savent même pas nager, nous devons donc leur apprendre à faire des exercices dans l'eau. Les exercices dans l'eau, les exercices au lit sont très simples, nous les apprenons tous depuis l'école primaire, la flexion, l'extension des genoux, que nous devons leur apprendre à faire. Tout cela s'appelle les abdominaux inférieurs parce que c'est avec les jambes que les muscles abdominaux droits vont agir, les abdominaux et tout cela maintient la colonne vertébrale dans une position neutre, de telle sorte que les abdominaux des boxeurs ne sont pas les abdominaux habituels, ils peuvent blesser la colonne vertébrale s'ils n'ont pas une bonne préparation physique. Les exercices dans l'eau peuvent être trouvés en tapant ceci dans n'importe quel moteur de recherche d'exercices dans l'eau et ils sont très simples, tous avec une visière pour empêcher l'eau de pénétrer dans le nez ou les yeux et pour être capable de faire des pompes, de tenir un tube en polyuréthane, de faire une forme en V, de nager sur le dos, de nager sur le devant, de faire des battements de jambes. Il n'est pas nécessaire que le patient soit un champion olympique de natation, mais il faut qu'il fasse de l'exercice dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Parce que, rappelez-vous, c'est là que nous enlevons la force de gravité de notre colonne vertébrale, la colonne vertébrale travaille moins et se blesse moins et notre corps peut s'exercer, c'est plus des exercices aquatiques, tous sur le bord de la piscine. Il s'agit de simuler le bord de la piscine, ici nous sommes dans le coin de la piscine, donc nous n'avons même pas besoin de nager, nous avons besoin de faire des exercices dans l'eau. Je vous remercie de votre attention.